petite. Vous faites une intro à Monsieur Clément, 3 pages d'intro, 3 pages de développement et 3 pages de conclusion. Voilà, donc là, vous faites une grosse intro qui va vous permettre de recycler pour vos discours, pour vos speeches. À la fin du Mule, vous allez pouvoir prendre, de là à, vous n'allez pas avoir beaucoup de temps, donc de là à là, vous allez pouvoir dire, voilà ce que le CTITF, vous voyez, je ne vais pas vous dire ce que c'est, ce que le CTITF, il me semble que c'est un truc contre la finance, bref, on s'en fout, lutte contre ça, donc il faut les soutenir, donc soutenez ma résolution, parce que dans ma résolution, j'ai inclus ça. Voilà. C'est par des petits points que vous allez gagner, c'est pas votre résolution globalement qui va vous faire gagner. Vous avez précisé ça la dernière fois, je me permets de réinsister, dans le sens où votre résolution va comprendre une multitude de points, certains vont faire débat, d'autres pas. Donc appuyez sur ceux qui peuvent faire débat, et également appuyez sur ceux qui peuvent faire consensus, parce que ça peut, avec un peu de chance, sur un malentendu, ça peut cacher vos résolutions qui sont controversées. Voilà, donc là vous commencez les recommandations. Vous faites de l'ONU, vous n'êtes pas les États-Unis d'Amérique, vous ne partez pas dans le genre on va envahir le monde et intégrer la démocratie avec des tanks, c'est pas une bonne idée. Donc vous faites un truc diplomatique qui reflète votre position quand même. Voilà, on organise une conférence régionale qui va rassembler pas mal de personnes, que ce soit des chefs religieux, que ce soit des chefs de clans, etc. Ensuite, voilà, développer un plan, bon c'était assez basique, développer un plan régional, développer un plan national, voilà, après bon, il y a de la prévention, il faut passer sur la prévention parce que pas mal de pays sont pas mal basés sur la prévention, ils disent tout de suite, il ne faut pas forcément y aller avec des temps, d'accord, mais pour le personnel je le garde pour moi, et donc il faut faire un peu de prévention aussi, tout ça. Voilà, alors moi ce qui est très important, ce que je vous conseille de mettre dans beaucoup de vos résolutions, si tant est que la position de votre pays vaut le coup de passer dessus, c'est cette résolution-là, cette recommandation. Donner du pouvoir à la société civile. C'est assez bateau comme phrase, mais ce qu'on développe dedans, c'est hyper intéressant et que très rarement vous trouverez de l'opposition à ça. Et si vous trouvez de l'opposition, c'est de la part de la Corée du Nord, de la part de l'Iran, de la part, même pas de l'Arabie Saoudite. Voilà, de la part de pays qui sont limite borderline sur les conditions humaines. Là, en effet, vous allez trouver l'opposition. Mais en gros, c'est de dire, voilà ce qu'on va faire. On va se battre pour développer l'éducation pour les femmes. On va se battre pour développer l'éducation en général. On va se battre pour donner de la nourriture aux gens qui n'en ont pas. Et là, je vous recommande absolument pour vos prochaines conférences de bien étudier les plans de développement durable, je ne sens pas que ce soit le nom exact, qui ont été définis par les Nations Unies pour la COP 21. Et qui sont les 21, les 18, il me semble qu'il y a 10 objectifs, les 18 objectifs à atteindre pour réussir la COP 21. Dans ces 18 objectifs, même si c'est basé assez sur l'environnement, à savoir que l'environnement prendra une grande part dans la lutte contre le terrorisme, parce que, un exemple tout simple, la Turquie a coupé l'accès à l'eau à l'État islamique en coupant l'accès à un barrage en Turquie. Donc les mecs qui étaient à Raqqa et le fleuve qui passait par Raqqa se sont aperçus que c'est emmerdant, l'eau elle coule plus comme avant. Comment on fait pour nourrir, comment on fait pour donner de l'eau, etc. Donc c'est important de réfléchir aussi à tout ça. Voilà, donc moi j'avais mis réformer les prisons, très bien placé pour le dire, les États-Unis, 25% de population en taux, c'est chez eux. Plus d'efforts d'intégration, créer un nouvel organisme à l'ONU pour gérer ça spécialement. Voilà, c'était quand même assez, j'avais mis du temps, j'avais mis 2 mois à le créer. Donc n'hésitez pas également à mettre des prérogatives qui ne sont pas obligatoirement des vôtres, mais ne le tournez pas dans le sens où l'ONU peut difficilement dire on va créer une enquête dans un pays. Parce que vous n'avez pas le pouvoir, vous n'avez pas la souveraineté sur ce pays. Vous avez uniquement le pouvoir de faire des recommandations. Donc en effet, vous avez le pouvoir sur l'administration des Nations Unies, et encore que pour ceux qui font de la General Assembly, donc DSEC et Security Council, et 2 ou 3 autres, mais après c'est du spécialisé. Le spécialisé a très peu de pouvoir directement, c'est uniquement des recommandations. Donc pour le coup, n'hésitez pas à mettre, nous recommandons que dans cette région, nous puissions développer un office qui traite de ça.
Mais voilà, ne soyez pas dépités par le tournant peu factuel des choses. Dans le sens où, bon, ça fait quoi la deuxième fois qu'on se voit pour savoir pas vous, mais on va apprendre à se connaître, et vous allez voir, moi je suis un petit peu, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et bah, c'est pas la meilleure position à avoir. Il faut recommander, il faut dire ça serait bien de, même si au fond entre vous, vous pensez qu'il faut absolument intervenir d'un point de vue factuel, dur, comme ça. Vous pouvez le dire pendant les unmods. N'ayez pas honte pendant les unmods de bien préciser la position de votre pays. Mais pendant les mods, ça fait joli, le chair il est content, vous faites de la recommandation. Voilà, donc là on a étudié le guide. C'est beaucoup d'infos. Le guide, je vais vous le mettre, j'en ai fait deux, donc les deux je vais vous les mettre à disposition. Donc vous pourrez donc passer dessus. Il y en a un, c'est sur les drones. Alors certains think tanks sont spécialisés dans tel ou tel sujet. Le Stimson, comme je vous en ai parlé, était spécialisé sur les drones et avait sorti une enquête formidable, donc que j'ai beaucoup reprise pour faire la position des États-Unis. Donc pensez bien à étudier la position de vos pays. Alors, après je vais vous demander je vais prendre des pays au hasard qui sont dans la salle, et je vais vous demander de me faire rapidement un petit exposé rapide, 30 secondes, 1 minute, de la position de votre pays sur le sujet qu'on a traité pendant toute l'année. Et ensuite, je vais rebondir de pays à pays pour voir qui est là. Alors, bon, je suis un peu désolé qu'il n'y ait pas grand monde. Enfin, il y a du monde, mais il n'y a pas tous les pays rassemblés ici. Donc, vous n'en voudrez pas si certains vous interrogent, ne sont pas. Donc, avant tout, j'aimerais que pour un moment donné, quand vous avez le temps, donc ça, c'est pas du tout urgent, je vais vous mettre ça en ligne. Vous regardiez le document produit par Vice, qui est absolument édifiant sur l'État islamique. Et c'est vraiment une incursion dans l'État islamique, et on apprend beaucoup de choses. On voit beaucoup de choses, on voit leur façon de penser, on voit que c'est des barbares inhumains qui ne pensent qu'à une chose. Enfin, c'est édifiant de voir combien est-ce qu'on peut être impuissant, et tout aussi bien combien on peut agir, mais tout ça, ça dépend de la volonté politique. Voilà. Donc d'un point de vue personnel, et là je sors de mes prérogatives, mais je le dis quand même, d'un point de vue personnel, n'hésitez pas à avoir une opinion forte et à bien vous renseigner sur la question pour développer un point de vue, qui ne sera pas forcément le vôtre pendant les news, mais que vous pourrez développer ensuite par la suite personnellement, et ça vous fait un esprit critique. Voilà. Et également, j'aimerais que, une fois que vous l'avez regardé, on parlera des critiques qui peuvent être adressées à ce documentaire d'un point de vue géostratégique, géopolitique, parce que évidemment, comme toute enquête, il y en a plein. Ok, donc, pour commencer, tout simplement, puisque c'est le pays qui à l'heure actuelle fout le bordel total dans la région, j'aimerais que l'une des deux personnes qui est chargée de la Russie m'explique rapidement, ou nous explique à tous rapidement, ouais, elle se lève, elle parle fort évidemment, elle nous parle rapidement de votre position, et de pourquoi vous avez cette position, et de où est-ce que vous pensez que ça va vous mener. Donc 3 choses, position, objectif et point de départ. Anastasia. En anglais ou en français? Très honnêtement, 19h47, on va le faire en français. Mais aux prochains entraînements, honnêtement, on va se plonger de plus en plus dans l'anglais. Hein. Ok, comme ça moi aussi, ça te fera rattraper un petit peu ce que je fais. Ok, on est bon. Position. Non, d'abord, naissance de l'action, position et objectif. Donc, pour l'État islamique, la Russie a une position très claire. Elle était pour une coalition internationale, puisque, comme elle a toujours dit, elle est contre l'État islamique. Mais elle soutient d'un côté le régime d'Assad, qui sont, on va dire, alliés depuis pas mal de temps. Et donc, sur cette question, l'État islamique voulait faire, comme vous le savez, en Syrie et en Irak. La Russie est prête pour une coalition internationale, même avec les États-Unis. Donc elle est prête à recevoir tout le monde. Mais on a une condition assez importante, c'est-à-dire qu'on veut maintenir le régime. Par rapport à la France, par exemple, qui veut renverser le régime d'Assad, enfin, qui voudrait remplacer par une démocratie, la Russie, elle voudrait quand même garder Assad, puisqu'elle pense que c'est un élément important dans la bataille contre l'État islamique. Ok, super, merci. États-Unis, quelle est la faute primaire qu'elle vient de faire? Toute simple. Je n'ai pas tout écouté. États-Unis. Ouais, mais est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué ou... En ce
C'est vrai. De manière générale, plus ouais, fort. beaucoup plus fort. Parlez beaucoup plus fort. On s'entend vraiment pas. Gueulez comme moi, après vous avez cassé, c'est génial. Exactement. Alors, je disais que actuellement, la divergence qu'on a avec les Russes, on va dire, c'est qu'on ne bombarde pas les mêmes positions. Notamment les États-Unis ont bombardé le nord de la Syrie, tandis que les Russes ont bombardé les rebelles qui se situaient plutôt, on va dire, au sud-ouest. Donc du coup, c'est la grosse divergence qu'on a, c'est qu'on ne soutient pas les mêmes personnes. C'est-à-dire que les États-Unis soutiennent plutôt les rebelles, tandis que la Russie soutient plutôt Bachar el-Assad. Voilà, tout simplement, c'est une bonne position, c'est constructif de dire les États-Unis, la Russie est prête à coopérer avec les États-Unis, mais ça me semble plus ressortir d'un point de vue personnel qu'en tout cas moi j'aurais, que d'un point de vue factuel au niveau du pays. À l'heure actuelle, Poutine n'a aucune intention de coopérer avec Barack Obama dans ça, pour la simple raison que Barack Obama fait parachuter la nuit des armes aux rebelles, des armes américaines, et les rebelles avec des armes américaines tirent sur des armes russes, avec des Russes dedans. Donc par conséquent, c'est un peu conflictuel. Ensuite, d'un point de vue personnel des chefs d'État, vous savez, alors il faut se tenir informé de la situation politique de votre pays aussi. Vous savez que la relation entre Poutine et Obama, c'est pas Merkel-Sarkozy, hein. Ils ne vont pas se mettre la main aux fesses, ça se passe pas comme ça. Regardez les photos que vous avez de ces deux, et ils font la gueule, hein. Donc ça va être un peu compliqué. Ok, Arabie Saoudite, est-ce qu'il y a quelqu'un? François, j'ai une question. Ouais. Je sais comment elle s'appelle, Anastasia. Elle a un peu ouvertement tendu une perche aux États-Unis dans son discours. Ouais. Ça se fait ça ou tu dois le faire pendant les on-mode, pendant le truc Moi je pense qu'il faut le faire pendant les on-mode. Alors, deux choses. Je pense que tu peux tendre des perches aux gens pendant ton Mune, pendant les mods, donc pendant ce qui est régulé, pour la simple, dans la simple optique d'attirer un groupe de pays avec toi. Parce que ne targeter qu'un seul pays va te mettre à dos automatiquement les pays qui ne supportent pas le pays visé. Et que toi tu peux avoir dans tes alliés ou dans tes possibles alliés. Tu vois ce que je veux dire? Donc si tu vas plus globalement en disant l'organisation de la Ligue des États Arabes par exemple, tout de suite ça lisse un peu plus, etc. Mais par contre pendant les unmods, tu as toute ta liberté pour aller les voir. Et à la fin, pendant les mods, mais à la fin, c'est-à-dire quand on planche sur la résolution, et que vous avez discuté pendant un unmod avec un pays en particulier que vous voudriez vraiment avoir dans votre résolution, là vous pouvez, pendant un mode, dire « et nous aimerions bien que ce pays nous rejoigne ». Mais c'est tout à la fin. C'est quand vous avez déjà une liste de boucliers qui vont apposer leur signature et donc ils ne peuvent pas revenir dessus. Voilà. Attention parce qu'ils peuvent toujours revenir dessus. Ok, Arabie Saoudite. Ouais, réaction. Alors, nous, réaction par rapport à ça Non, non, par rapport à objectif, tout ça. Est-ce que tu peux te lever? S'il te plaît. Merci. On n'a pas un micro? Nous, Non, j'ai regardé, on n'a pas. on n'est pas du tout d'accord avec ce que les États-Unis fait, parce qu'en fait, ils mettent à mal un équilibre dans la région, et on est la puissance dominante de la région. Du coup, on supporte les milices rebelles, sunnites, qui se battent contre le régime de Bachar el-Assad et contre l'État islamique. Mais du coup, on ne veut pas accueillir non plus de réfugiés syriens parce qu'on les considère comme alawites, donc liés beaucoup avec les chiites, et les chiites sont des militaires. Ok, alors, des petites erreurs pour la simple raison que l'Arabie Saoudite n'empêchera jamais l'hégémonie des États-Unis sur la place. Parce que à l'heure actuelle, même si l'Arabie Saoudite est en train de se développer militairement parlant, à l'heure actuelle, l'Arabie Saoudite n'a aucun moyen de lutter efficacement contre l'État islamique. Donc elle a besoin du parapluie des États-Unis et surtout à l'heure actuelle de la France. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 jours? Je ne sais pas combien de milliards, 6 milliards de contrats signés avec la France au niveau de la défense. Important ça aussi. Et ensuite, là où tu as marqué un bon point, c'est qu'en effet, ils sont sunnites. Et que le régime est extrêmement, religieusement parlant, et très sectaire. Voilà, donc là-dessus, en effet. Et non, vous supportez les rebelles. Ça, alors, on n'est pas en Mune, hein, donc c'est pareil de dire ça. En Mune, on ne va jamais le dire. Mais vous ne supportez pas les rebelles démocratiques. Vous supportez les terroristes de l'État islamique directement en leur envoyant des fonds via les banques jordaniennes et via les banques libanaises. Donc Jordanie et Liban,
également penser à ce qu'il pourrait proposer en termes de traquer tel ou tel flux financier d'une région à une autre. Ok? Donc là, hop, le Koweït. Quelqu'un au Koweït? Non? Le Qatar. L'Iran. Ah, il y avait quelqu'un du Qatar. Qatar. Nous nous opposons à l'État islamique et nous nous rangeons dans la coalition américaine et nous soutenons les frappes. Par ailleurs, nous sommes prêts à financer une partie du coût de l'opération. Nous considérons que Bachar al-Assad ne peut faire l'objet d'une transition politique car il ne s'agit qu'un sbire de la République iranienne qui est notre principal rival au Moyen-Orient. Alors, super. Alors justement, en parlant de l'Iran, dans ta position tout à l'heure, l'Iran est en conflit quasi ouvert avec l'Arabie Saoudite. C'est ce que certains spécialistes disent que le prochain conflit, ça sera Iran, Arabie Saoudite, ça sera ouvert parce qu'ils ne peuvent pas se piffer. L'Iran d'un côté flingue les mecs de l'État islamique et de l'autre vous financez l'État islamique. Donc forcément il y a un problème quelque part. Dans la position du Qatar, qu'est-ce qu'il y a à Doha qui change tout, toute la donne? Une base américaine et française. Une base américaine et une base française. Vous avez le siège de la flotte américaine au Moyen-Orient à Doha. Le Qatar ne pourra jamais dire non aux États-Unis. En tout cas là-dessus, évidemment, il peut y avoir la différence, mais il faut savoir qu'à Doha, notamment, pendant le printemps arabe, quand il y a eu des petits soucis au Qatar, c'est l'armée américaine qui a géré le conflit. C'est des agents américains déguisés en agents qataris qui sont allés faire les forces de l'ordre dans les rues de Doha. Quand même, il faut se mettre dans le truc. La Chine, est-ce qu'il y a la Chine? Super intéressant la Chine. Non? Oui? Vas-y. C'est pas grave, vas-y. Un tout petit peu plus fort. Donc la Chine livre des armes à l'Irak pour combattre le régime de Bachar al-Assad. Pour l'instant, elle n'a pas envoyé des hommes sur le terrain. Ok. Non mais c'est une position. La position de la Chine, elle est compliquée. Elle est compliquée parce que elle est très récente. Voilà, la Chine n'était pas habituée à aller chercher d'autres pays à la base. Mais qu'est-ce qui s'est passé il y a un an en Chine? Par un événement. Qu'est-ce qu'ils ont construit il y a un an en Chine? Quelque chose qui change tout. Un porte-avions. La Chine a construit un porte-avions. Sachant qu'ils sont en conflit ouvert dans les Senkaku. Sachant qu'ils sont en conflit ouvert dans la mer du Vietnam. Construire un porte-avions, c'est le symbole du début de l'hégémonie chinoise sur la mer. Or, l'hégémonie sur la mer, à l'heure actuelle, elle appartient à qui dans la région? Aux États-Unis. Les États-Unis disposent de 12 ou 13 porte-avions. 12 ou 13 porte-avions à plein temps. C'est-à-dire qu'à tout moment, il y a 12 ou 13 porte-avions qui sont dans la mer, tandis qu'il y en a 12 ou 13 qui sont en réparation. Ok, nous on a un, il est 6 mois en réparation et 6 mois en mer. Donc dans le genre hégémonie, on n'est pas loin. Donc la Chine a mis à flot son premier porte-avions. Son premier porte-avions, elle vient de l'envoyer en Syrie. Elle vient de l'envoyer en Syrie avec à bord 18 000, enfin avec à bord, pas possible, 18 000 personnes sur le porte-avions, mais avec un contingent de 18 000 fusiliers marins. Les fusiliers marins en Chine, c'est des forces d'élite. C'est notre 8e RIPM, c'est notre 13e RDP. C'est la DGSE de là-bas, mais version 2 millions. C'est l'élite de la Chine. Donc ils ont envoyé ça, et honnêtement, on n'envoie pas les fusiliers marins chinois quelque part pour qu'ils jouent au Rubik's Cube. Donc, réfléchir à la volonté de la Chine d'aller se mettre dans le conflit, réfléchir au rapprochement Poutine-Xi Jinping, si c'est son nom, je ne sais plus, je ne suis pas partenaire chinois. Donc réfléchir à cette relation-là, réfléchir à l'éloignement face à Barack Obama, voilà, peser tout ça. Ensuite, la Turquie. Ah.
Ah oui, la Turquie, c'est très compliqué. Du coup, il y a une position un petit peu ambiguë, étant donné notamment avec l'attentat qu'il y a eu la semaine dernière. Alors, elle a en majorité invité à l'État islamique. Après, ça a été compliqué, c'était le régime, etc. Voilà. Après, le Parlement a voté une motion, je crois, pour autoriser l'intervention de Turcs en Irak et en Syrie. Et le déploiement de certaines armées, troupes étrangères en Turquie en Syrie. Et la Turquie avait aussi soutenu contre le régime de Bachar al-Assad. Donc voilà, une position un peu ambiguë. Et elle a pas mal d'intérêts stratégiques dans cette région, donc c'est un peu difficile pour elle de prendre part soit au contingent occidental, soit à l'État islamique. Merci. Deux domaines dans lesquels la Turquie est dans la merde. Lesquels? Il y en a un qui est forcément militaire et le deuxième c'est quoi? L'humanitaire, réfugiés. Comment est-ce que vous pouvez nourrir, loger des millions de personnes? Comment vous pouvez éduquer leurs enfants? Comment vous pouvez faire ça proprement? Alors que vous êtes, alors qu'une partie de ces réfugiés sont vos ennemis, les Kurdes. Les Kurdes. Qu'est-ce qui s'est passé samedi dernier en Turquie? Alors, pas les attentats, autre chose. Les élections. Il y a eu les élections législatives. Alors, attention à ça, moi je suis hyper méfiant, pour la simple raison que la situation en Turquie est tellement comme ça qu'il se dit dans certains milieux que les attentats qui ont lieu à Ankara n'étaient pas uniquement dus à une attaque terroriste, mais étaient notamment, ont pu être aidés par le régime pour consolider son approche de ces terroristes, il faut les buter jusqu'au dernier. Voilà. La Turquie, elle a ce problème de frontière, qui a du mal à sécuriser, qui est énorme, qui est la plus grosse frontière avec les pays les plus en conflit à l'heure actuelle, la Syrie et l'Irak, plus les Kurdes dans l'est du pays, plus les Kurdes au nord de la Syrie, plus les Kurdes au nord de l'Irak. Donc qu'est-ce que fait la Turquie? À la place de bombarder l'État islamique, elle bombarde les Kurdes. Elle a en effet voté une motion d'intervention, non pas d'hommes, mais de moyens aériens. Bon, maintenant, pour être très honnête, la façon dont est faite la législation turque, elle les autorise un peu n'importe quand à intervenir un peu n'importe où. C'est pas la France où il faut demander l'intervention du Parlement, et croyez-moi, en France, on ne la demande pas à chaque fois non plus. Donc voilà, la France. Vous êtes deux. Une seconde, on voit si tu as des choses à rajouter, tu t'écoutes. Non, je t'écoute. Mais simplement, nous, on est prêt à lutter contre Daesh, puisqu'on a une capacité de projection qui est importante. On a une expérience en matière de lutte antiterroriste. Malgré ce qu'a dit François, on a un porte-avions qui marche, qui fonctionne très bien. On a les meilleurs avions du monde et on est prêt. On est prêt à frapper en Syrie et en Irak, et on l'a déjà fait, et on va continuer. Simplement, et là c'est un point de divergence centrale avec la Russie, c'est que nous considérons qu'il est impossible de continuer de travailler avec un régime qui a utilisé des gaz contre sa propre population et qui a fait de la torture une arme politique. Et pour nous, c'est une nécessité morale d'empêcher Bachar al-Assad de continuer ses exactions. Et il est impossible de discuter avec ce régime, et pour nous, Bachar al-Assad doit quitter le pouvoir. Ok. Un bon point, la France dispose en effet d'une des meilleures capacités de projection militaire au monde. Elle dispose tout à fait des meilleurs avions de combat de la planète, et ça c'est en dehors de toute... c'est très objectif, parce que c'est très... Non, je sais pas comment on dit. C'est... bref, je ne suis pas franco-français. Donc, elle dispose des meilleurs avions à la l'A400M, qui a un atout formidable, qui s'écrase un peu, mais qui a un atout formidable. Et elle doit juste se mettre à jour au niveau de son armée de terre. En dehors de ça, en effet, la France intervient en Irak à hauteur de 2 frappes par mois, comparé à 83 frappes en 24 heures pour la Russie. À regarder quand même les capacités de déploiement, je ne dis pas de frappe à revoir. Voilà, j'ai vu Joséphine, ça m'a tout... donc, ok, autre pays, le Liban. Il n'y a pas de Liban.
Parce que géographiquement parlant, ils sont sur le traité des réfugiés, ils sont sur le chemin des réfugiés. Le problème numéro 1 de ces pays-là, c'est les réfugiés. La lutte contre l'État islamique passe également par la régulation des réfugiés, pour la simple raison que ça peut être un fantasme repris par l'extrême droite, mais il est tout à fait envisageable, je ne dis pas que c'est le cas, mais tout à fait envisageable que des terroristes s'infiltrent par le flot de réfugiés. À savoir que les scénarios catastrophes de cet été parmi les militaires français et italiens, c'était tout simplement l'arrivée d'une embarcation pleine de réfugiés avec un mec avec un flingue à l'intérieur sur une plage de Sardaigne, sur une plage de Corse, et qui fout le feu. C'est là le problème sécuritaire numéro 1 du sud de la France. Donc, à se rappeler que les réfugiés posent plein de questions et que ça a tout à fait un rapport avec l'État islamique, parce que, en toute honnêteté, et ça c'est pas un point de vue politique, c'est un point de vue factuel, vous ne pourrez jamais éradiquer le problème des réfugiés si vous n'éradiquez pas le problème à la base. Le temps qu'il y aura un problème chez eux, ils partiront. C'est comme si on tombait votre maison et on vous disait d'y rester. Même chose. Donc là, forcément, vous voyez, ça pose plein de problèmes éthiques, moraux. Il faut faire abstraction de ces pensées personnelles parce que les réfugiés, en dehors du milieu lui-même, ça peut vous rappeler des souvenirs, que ce soit familiaux, que ce soit même en vous, du bord politique que vous soyez. Donc voilà, faire abstraction de ça, et en effet, la Bulgarie est sur le chemin des problèmes avec les réfugiés. Le Maroc. C'est toi, Maroc? Vas-y, fort. Je sais que tu es en gueule de bois, mais fort. Alors du coup, nous au Maroc, on a assez viscérale pour la Syrie, et du coup on est un peu aussi contre l'État islamique. Alors on a participé en 2014 à la coalition contre l'État islamique, on a fait quelques frappes. Je crois qu'on a eu donc une vingtaine de F-16 pour faire des frappes en Irak, pas en Syrie, pardon. Et du coup, au niveau du problème des islamiques, depuis, on n'a pas forcément apporté de solution, parce que c'est un pays musulman, ce qui fait qu'on a aussi le problème de la jeunesse qui est forcément un peu attirée par le djihad en Syrie. C'est pas très cool. Mais du coup, à force de tentatives de persuasion de la jeunesse et d'efforts diplomatiques contre l'État islamique, on peut essayer de faire quelque chose. Seulement, il y a aussi d'autres conflits diplomatiques dans lesquels le Maroc est embourbé depuis quelques années, dont un plus récent avec la France, qui concerne le Sahara occidental. Et celui-là, il y a d'autres problèmes diplomatiques avec la France, envenime un petit peu les relations, et aussi agit comme un boulet pour le Maroc quand il s'agit de se mettre dans des coalitions internationales. Et donc, c'est pour ça que je pense que le Maroc, c'est pas forcément l'outil le pays qui va peser le plus dans les négociations, mais qui va forcément se rallier dans une coalition contre l'État islamique et contre le régime d'Bachar al-Assad. Il y a toujours un moyen de peser. Quelle est la marque des avions dont que tu viens de me dire qu'ils ont envoyé des Américains. Des F-16. F-16, Boeing, F-16 américains. Les intérêts, ils se trouvent dans les sous. Tout simplement, l'Arabie Saoudite qui achète des Rafales, c'est parce qu'il veut faire un peu d'honneur aux États-Unis en leur disant non, je ne peux pas acheter vos F-16. Voilà. Et donc, en effet, la position du Maroc, elle est ambiguë, parce que le Maroc se proclame être à la pointe de la lutte contre l'islam intégriste. Donc, ça peut être un allié tout à fait efficace. Cependant, il faut quand même savoir que c'est quasi religion d'État. Donc, quelque part, c'est assez problématique. Un dernier pays, après je vous ferai un petit mot sur Harvard. L'Ukraine. Il y a l'Ukraine là-bas, non? Ouais. Il va falloir parler un peu plus fort. Il va falloir gueuler même. Alors l'Ukraine n'intervient pas vraiment en Syrie, mais on a litige avec la Russie depuis le début de la crise ukrainienne. En litige, c'est joliment posé. C'est bien, c'est très diplomatique, mais vous en mettez plein la gueule, quoi. Exactement. Et en fait, sur ce
ce qu'on craint, c'est que Poutine se serve de la guerre en Syrie pour avoir matière à négocier ses positions en Ukraine avec l'Europe et les États-Unis. Ce dont on a peur, c'est que son implication, ses relations, qu'il soit capable de lâcher Bachar el-Assad pour grignoter une part de notre territoire, même si actuellement on est en négociation et que le président M. Poroshenko a estimé que les accords de Minsk avaient été ces derniers temps plutôt respectés. Mais on sait que Poutine voit ces accords comme encore temporaires et pas permanents, et c'est pour ça que on a peur. Ok, en effet, l'Ukraine, problème numéro 1 actuel, c'est pas forcément l'État islamique. Son problème numéro 1 actuel, c'est mince, on s'est fait piquer une partie de notre territoire. Voilà, par exemple, on nous a volé la Crimée. Donc là, ça pose un problème de façon générale assez immense quand même. C'est pas rien d'annexer une partie du territoire. Quand je parle dans le plus, ça va vous choquer. Bah, ils l'ont ressenti comme ça, les Ukrainiens. Donc prendre ce point de vue. Prendre ce point de vue en compte. L'Ukraine avec la Russie, honnêtement, si l'un d'entre vous me fait le coup, s'il a l'occasion de présenter ou l'Ukraine ou la Russie, me fait le coup pendant un Mune de faire une résolution en coopération avec la Russie ou l'Ukraine, si vous êtes l'un ou l'autre, honnêtement, il y a un problème quelque part. Vous ne faites pas poteau-poteau avec quelqu'un qui vient de vous bouffer la moitié de votre maison. Ça n'arrive pas. Donc voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour des pays. On n'a pas fait le tour parce qu'il y en aura plein d'autres dont on parlera. La semaine prochaine, je ne sais pas encore ce qu'on va voir. Je vais vous concocter un petit truc sympa. Je pense qu'on va faire quelque chose du genre... Ah oui, si, j'avais oublié le plus important. Ça, vous m'en faites un pour la semaine prochaine sur vos pays respectifs. Voilà. Ça marche? Vous n'êtes pas obligé de faire 32 pages. Vous n'êtes pas obligé de faire 32 pages. Il y en a qui partent pas au way, donc ils se vengent. Donc, vous faites quoi? 15 pages? Ouais, juste. J'ai une petite chose à vous dire et après je laisse la parole. Une petite chose à vous dire pour le monde d'Harvard. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de candidats parce que c'est cher, c'est vrai. Je ne vais pas vous forcer à dépenser du fric, je ne vais pas vous forcer à avoir du fric non plus. Mais moi je fais un petit peu ma pub aussi. Il faut qu'on soit une délégation de 6 pour pouvoir partir à Harvard. À l'heure actuelle on est 8. Si je fais mes prévisions de désistement, on sera moins de 6. Donc s'il y en a que ça intéresse, qui veulent en parler, surtout n'hésitez pas. C'est formidable. C'est à Harvard quoi, donc c'est pas non plus dégueulasse. Et franchement c'est beaucoup de fun. Si on part avec moi en plus, ça va être marrant. Voilà. Ok, alors juste, est-ce que les personnes que je vais appeler pourraient venir me voir là